Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Économie. Notre invité cette semaine, Ludovic Malot. Bonjour monsieur. Bonjour. Ludovic Malot, vous êtes franco-suisse, vous êtes passé par une formation de type école de commerce et management international. Vous avez travaillé aux États-Unis entre 2000 et 2004. Vous êtes aujourd'hui consultant et vous publiez l'ouvrage dont on va parler dans un instant et que voici, Le suicide monétaire, la seule monnaie véritable et honnête est l'or physique. Et en deuxième sous-titre, S'émanciper de l'euro pour conjurer la tyrannie. C'est aux éditions Maya, ouvrage à retrouver évidemment sur la boutique officielle de TV Liberté. Avant de commencer cet entretien, vous pouvez évidemment cliquer sur le pouce en l'air et nous laisser un maximum de commentaires et même de partager l'émission. Ça va décoiffer. On commence tout de suite avec vous, Ludovic Malot. Le sujet de la monnaie est le sujet de votre ouvrage et il est de tout temps resté un petit peu obscur, en tout cas tenu à l'écart des yeux de la compréhension du public. Comment vous expliquez cette omerta ? Alors effectivement, le sujet de la monnaie n'est pas enseigné dans les écoles, en fait, ni au collège, ni au lycée, et très peu dans l'enseignement supérieur. Du coup, il y a une profonde incompréhension, méconnaissance, ignorance des principes monétaires et du rôle fondamental de la monnaie. Et du coup, j'ai voulu remédier à cette lacune, déjà par rapport à la situation économique et monétaire que nous traversons depuis plusieurs années. Et donc j'ai voulu écrire ce livre aussi, puisque j'ai travaillé plusieurs années aux États-Unis pour une multinationale française entre 2000 et 2004. Et j'étais présent sur le continent, enfin sur le sol américain lors des attentats du 11 septembre, au cœur de la finance. Et j'ai voulu aller beaucoup plus loin pour comprendre un petit peu les enjeux financiers de notre époque. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis rentré en Suisse et j'ai investiguer vraiment plus en profondeur la finance, même si c'est pas ma formation de base, mais c'est pas ma spécialité en tant que telle, mais j'ai une formation financière et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus sous différents angles et j'ai pu donc consolider beaucoup d'informations très pertinentes qui expliquent tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors, vous reprenez diverses citations, dont celle du premier des Rothschild, Mayer Amschel Bauer, qui disait en substance « Donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me moque de qui fait les lois ». Et vous reprenez également la citation d'Henry Ford, l'industriel américain qui a fondé le Fordisme à son nom. « Il est bon que le peuple ne comprenne pas notre système bancaire et monétaire, car si c'était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Vous dites que, in fine, le pouvoir monétaire, c'est le pouvoir absolu. Oui, effectivement. Beaucoup de personnes pensent que le pouvoir est politique, c'est-à-dire c'est en élisant certaines personnes qu'on remet le pouvoir, enfin on est censé être en démocratie, même si en fait voter une fois tous les 5 ans pour des personnes, c'est pas vraiment un système démocratique en réalité, parce qu'ils peuvent décider de tout sans demander l'avis au peuple. Mais effectivement, le pouvoir ultime, c'est le pouvoir monétaire. Si vous contrôlez l'émission monétaire, vous contrôlez tout le reste. Pourquoi ? Parce que vous contrôlez sur l'échiquier politique les personnes que vous allez mettre au poste clé, et puis vous contrôlez l'économie, vous contrôlez l'ensemble de la société. Et vous parlez même d'une fabrication de l'ignorance par le divertissement pour justement éloigner les gens de cette connaissance de la théorie monétaire. Oui, tout à fait. Nous sommes dans une société de consommation qui n'est pas anodine non plus, du fait qui permet de maintenir occupés les gens dans une forme de médiocrité, une forme d'abrutissement à travers le divertissement sous différentes formes. Chez les plus jeunes, c'est les jeux vidéo, chez les adultes, c'est les reality shows qu'on voit sur les chaînes mainstream, tout type d'activités de divertissement qui permettent aux
au peuple, aux personnes, de les maintenir occupés et de ne pas pouvoir laisser de temps à la réflexion, au développement de l'intelligence et à l'esprit critique. Voilà. Et que même les grandes thématiques mises en avant par notre personnel politique, le pouvoir d'achat, le chômage, les retraites, toutes ces thématiques sociales ne sont in fine que les conséquences de ce qu'il y a au-dessus, à savoir l'économie monétaire. Exactement. En fait, il y a plusieurs feux qui sont allumés à droite, à gauche pour occuper la population. Alors, on parle du chômage, on parle des retraites, on parle du réchauffement climatique, du pseudo-réchauffement climatique, on parle des incendies de forêt, on parle du tout électrique, on parle de différents sujets pour apporter une confusion alors que les vrais problèmes sont aujourd'hui d'ordre monétaire et il faut comprendre pourquoi et quelles sont les causes du problème. Vous avez commencé vos recherches en matière monétaire à partir de 2001 et vous en êtes arrivé à la conclusion que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous autres Français et puis même membres des sociétés occidentales, sont liés à la génération de monnaies illégitimes et frauduleuses. Alors comment on reconnaît une monnaie saine d'une monnaie frauduleuse ? Alors déjà, j'aimerais juste expliquer que ce qu'il faut comprendre, c'est que les billets de banque en tant que tels sont initialement des certificats de dépôt. C'est-à-dire qu'aucune monnaie n'a émergé sur le marché de nulle part. À la base, la monnaie ancestrale a toujours été les métaux précieux, l'or, l'argent, au tout début le sel même. Et puis naturellement, il s'est basculé sur d'autres métaux précieux. Donc l'argent métallique et l'or métallique. Et donc naturellement, pourquoi ? Parce que ce sont les utilisateurs qui ont choisi un étalon, et cet étalon était le meilleur à même de remplir son rôle de réserve de valeur. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc il y a eu cette émission de certificats de dépôt qui sont en fait des billets de banque. Et puis très rapidement, les banquiers se sont rendus compte qu'ils pouvaient imprimer plus de certificats de dépôt que de stocks qu'ils avaient actuellement dans leur coffre. Et donc c'est comme ça qu'un système de fausse monnaie a commencé à se mettre en place, qui a coïncidé avec la création des banques centrales, notamment la Fed, la Banque centrale américaine en 1913. Donc la fausse monnaie est émise par les banquiers centraux et aussi les banques commerciales à travers les réserves fractionnaires. Alors les réserves fractionnaires, ce qu'on appelle en anglais le fractional banking, veut tout simplement dire que en fait, les banques n'ont pas l'obligation d'avoir des réserves. C'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros et puis que vous le placez sur une banque A, cette banque va reprêter quasiment 97% de ces sommes à quelqu'un d'autre, si vous ne l'utilisez pas, si vous le placez. Et de banque à banque, en fait, il y a une création artificielle de fausses monnaies, en fait, parce qu'il y a une duplication de la somme initiale de banque à banque. Donc on appelle ça les réserves fractionnaires, et officiellement, les réserves fractionnaires sont de 3 à 5%, mais il se trouve que ces chiffres ne sont même pas connus réellement, donc on peut dire de manière générale qu'il n'y a quasiment aucune réserve qui est tenue par les banques. C'est ce qui crée une masse monétaire considérable et qui engendre de l'inflation en fait. Ce système d'émission de fausses monnaies, à quand remonte-t-il ? Alors, ça remonte à très longtemps, dans le sens où les gens de pouvoir ont toujours cherché à manipuler la monnaie. Même à des temps plus reculés, quand il y avait des pièces d'or, les seigneurs, les gens de pouvoir ont toujours cherché à gratter, par exemple, des onces d'or pour essayer de, entre guillemets, berner les personnes qui allaient utiliser ces pièces. Donc il y a toujours eu des tentatives de manipulation de la monnaie. C'est pas d'aujourd'hui. Mais dans la société moderne, je dirais que l'émission frauduleuse de monnaie a commencé vraiment avec la création de la Banque centrale américaine, donc la Fed, qui a initié... en 1913. En 1913. Et j'explique dans mon livre brièvement, parce qu'un certain nombre d'auteurs ont expliqué en détail les conditions de la création de la Banque centrale américaine. C'est un pool de banquiers à l'époque, les Warburg, les Rockefeller, les Rothschild et d'autres familles financières très puissantes,
importantes. Morgan. Voilà, JP Morgan, qui se sont rencontrés dans le plus grand secret dans l'État de Géorgie, sur Jekyll Island, pour mettre en place ce qui allait devenir la Banque centrale américaine et de faire passer de force, à travers la ruse, en étudiant les plus grands détails, le Federal Reserve Act. Voilà, donc ils ont pu en fait initier et lancer ça, et ensuite ça s'est développé. Il y a eu la Banque d'Angleterre, il y a eu la Banque de France, il y a eu toutes les autres banques se sont par la suite développées. Et au cœur de tout ça, il y a le Fonds monétaire international. J'en parle aussi dans mon livre. En tout cas, vous citez Thomas Jefferson, président des États-Unis de 1801 à 1809. Il avait déjà prévenu en son temps ses concitoyens sur un risque. Je le cite, « Si jamais le peuple américain permet aux banques privées de contrôler l'émission de sa monnaie, d'abord par l'inflation puis par la déflation, les banques et les entreprises qui vont grandir autour d'eux priveront le peuple de toute propriété jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent, leur père vaincu. Je crois que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que les armées permanentes. Le pouvoir d'émission doit être retiré aux banques et restitué au peuple à qui il appartient. » Est-ce que vous connaissez, Ludovic Malot, l'idéologie, voire même, vous parlez de troubles psychiques, de ceux qui ont mis en place ce système d'émission de fausses monnaies? Qu'est-ce qui est à l'origine? C'est quoi leur idée? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Alors effectivement, vous posez une très bonne question, parce qu'en fait, ces gens-là ne font pas ça pour l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà beaucoup d'argent. La plupart de ces familles vivent dans une très grande discrétion, dans des propriétés immenses, avec beaucoup de personnel. Je pense à la famille Dupont, par exemple, qui me vient à l'esprit. Ce sont des gens qui ont accumulé tellement de richesses que leur motivation n'est même plus d'avoir de l'argent. C'est le pouvoir qui les intéresse. Ils cherchent à obtenir et à maintenir leur position de pouvoir. Et pour ça, ils doivent perpétuer le système qu'ils ont mis en place dès le départ. C'est l'émission et le contrôle de la monnaie pour leur propre bénéfice. Mais il y a aussi un agenda. Cet agenda, il se fait de plus en plus visible. D'ailleurs, Klaus Schwab, qui est sur les colline de la colline de Colonie en Suisse, à Genève, le dit ouvertement maintenant. En 2030, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Donc il y a effectivement un agenda. Cet agenda est machiavélique. Il faut utiliser la bonne terminologie. Et donc cet agenda, c'est une confiscation de la propriété. On en parle déjà. Le think tank français France Stratégie, qui est proche de Macron, l'a déjà mentionné, déjà instillé dans la population le fait qu'il pourrait y avoir une confiscation de la propriété. Il y a aussi un agenda qui est lié à la santé et le transhumanisme. On voit qu'il cherche à mettre en place un homme augmenté. Donc il y a tout un ensemble de choses qui sont en train de pousser. L'intelligence artificielle, on est en train de basculer tout doucement à un système de contrôle et de crédit social à la chinoise. Donc leur incubateur, c'est plutôt la Chine, qui est en train maintenant de se développer en Europe de l'Ouest. Dans certaines villes en France, notamment Nice, il y a la reconnaissance faciale. Donc de plus en plus, ils sont en train de pousser au contrôle digital. On parlera peut-être de l'euro numérique tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui est important. Mais il y a un agenda de contrôler nos vies et nos existences. Vous évoquez aussi le libéralisme, l'idéologie libérale, en tout cas de ce qu'elle avait d'authentique. Est-ce qu'elle est en cause dans l'élaboration de ce système de fausses monnaies? Alors, il y a une très grande incompréhension sur le libéralisme. Nous ne sommes plus dans un système libéral depuis plus de 70 ans. Ça, il faut le comprendre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans un système capitaliste, monopolistique de connivence, qui a une forme en fait de type collectiviste et communiste. C'est-à-dire que vous avez une poignée de gens, des capitalistes,
des prédateurs capitalistes qui utilisent l'idéologie communiste pour pouvoir dérouler leur programme et leur agenda. Ça peut paraître difficile à comprendre quand on connaît l'idéologie anglo-saxonne qu'elle va en réalité puiser dans le marxisme. Effectivement, ça paraît difficile à comprendre, mais pourtant c'est une réalité. On voit bien qu'en France, il y a beaucoup de législation qui est en train de se mettre en place, qui est une législation liberticide à différents niveaux. Et donc en fait, comme je disais, depuis 70 ans, nous ne sommes plus dans un système libéral. Le système libéral authentique, comme je l'appelle, puisque les plus grands penseurs libéraux sont en fait français, Frédéric Bastiat, Alexis de Tocqueville, Benjamin Constant. Vous faites un distinguo entre le libéralisme politique et le libéralisme économique. Oui, il y a un distinguo à faire dans le sens où le côté prédateur et commercial vient des anglo-saxons. Vient des anglo-saxons, ce sont eux qui, les spécialistes du commerce et leur présence maritime et coloniale dans le monde sont les spécialistes du commerce et les spécialistes de la finance. Et ce sont eux qui ont apporté ce côté négatif au sens du terme libéral dans l'équation que nous vivons aujourd'hui. Et le libéralisme vu comme une responsabilité individuelle et une éventuelle propriété, cela viendrait de chez nous. Tout à fait. Alors la France, historiquement, c'est un pays qui est basé sur des valeurs et l'honneur, alors que le droit anglo-saxon est basé sur les contrats. Donc ça change tout. C'est-à-dire qu'en France, on a des valeurs et on s'engage sur l'honneur. Et le développement de la judiciarisation et du droit vient du monde anglo-saxon. Les banques centrales sont réputées indépendantes, on le sait, en tout cas du pouvoir politique. Vous dites qu'elles sont en réalité dans la main d'une forme de cartel. Alors, à quoi vous faites allusion là ? Alors, je fais allusion au cartel bancaire. Effectivement, nous sommes dans un cartel bancaire puisque la Banque centrale américaine est une corporation. Une corporation, c'est une société privée, même si son nom a une apparence gouvernementale. En fait, c'est un pool de banques. Fédéral. Voilà, et fédéral. C'est un pool de banques qui a derrière un pool de banques qui donc ont mis en place le Federal Reserve Act et qui utilisent le système financier à leur propre profit. Donc le système actuel sert les banques les plus puissantes de la planète et les familles financières les plus puissantes de la planète. Le système financier, c'est quoi ? C'est le FMI, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales ? Oui, alors effectivement, il y a toute une constellation d'organisations qui sont autour de ce système financier qui leur permet de verrouiller et de contrôler le système. Dans l'intérêt de la finance internationale. Dans l'intérêt de leurs intérêts privés et de leurs privilèges. Leur privilège exorbitant de d'ailleurs pouvoir créer de la monnaie à partir de rien et demander en plus des intérêts. Donc on trouve la Banque des règlements internationaux à Bâle, qui est localisée en Suisse, et cette organisation totalement opaque est un petit peu la mère des banques centrales, et c'est elle qui, en coulisses, à travers différents strates d'organisation, fixe les enjeux et les priorités et les actions qui sont prises. Il y a le Fonds monétaire international aussi, Fonds monétaire international qui joue un rôle majeur pour contrôler ce système de fiat currency qui ne sont plus adossés ces monnaies qui ne sont plus adossées à des actifs réels en fait. Comme l'or. Ouais. Voilà. Et donc il y a effectivement une guerre qui est en cours entre la fausse monnaie, le système de fiat currency, et l'or métallique. C'est pour ça que le fameux banquier suisse Ferdinand Lippe, qui avait écrit un bouquin mémorable dans les années 90 qui s'appelait Gold Wars et qui avait envoyé son livre à tous les parlementaires suisses, avait expliqué qu'il y avait une guerre qui était en cours contre l'or. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de ce rapport du FMI qui a été publié au début de l'année, donc au mois de janvier, qui est tout frais,
et qui explique qui sont les 10 principaux acheteurs et vendeurs d'or dans la catégorie étatique entre la période 1999 et 2021. Et en regardant les plus grands acheteurs et les plus grands vendeurs, on se rend compte qui en fait soutient le système de fiat currency et qui soutient une autonomie. Alors, les plus grands acheteurs d'or, on trouve la Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Arabie Saoudite, la Thaïlande, la Pologne et Mexico. C'est les BRICS en gros. Voilà, exactement. Donc les BRICS, pour reprendre en main leur destinée et établir une monnaie solide et fiable. Achètent de l'or en masse. Achètent de l'or en masse, exactement. Qui vend de l'or ? Les vendeurs d'or, entre guillemets, ce sont les traîtres. C'est ceux qui soutiennent les États-Unis. Et qui, Vous nous dites que Nicolas Sarkozy, qui a vendu 500 tonnes d'or quand il était dans le gouvernement de Jacques Chirac, aurait agi comme un traître. Exactement. Vous avez tout compris. C'est exactement ce qui s'est passé. Peut-être que la vérité va sortir à un moment ou un autre, parce que je pense qu'il faut qu'on comprenne très vite pourquoi il y a ces ventes d'or. Alors, dans ces ventes d'or, on trouve les principaux pays suivants. On trouve la Suisse en première position. La Suisse s'est dépossédée de quasiment la moitié de son stock d'or. La France, le Fonds monétaire international, qui lui aussi a des réserves d'or, mais on se demande au nom de quoi il a des réserves d'or. Alors la France reste la 4e réserve d'or derrière les USA, l'Allemagne et l'Italie. Oui. Officiellement. Officiellement, mais on va... Oui, on va en parler après. Oui. Ouais. Alors, dans ces vendeurs, donc ceux qui soutiennent en coulisses les États-Unis et le dollar, parce qu'en soutenant la vente d'or, en fait, c'est pour artificiellement soutenir le dollar. Vous comprenez ? Parce qu'en vendant l'or, vous faites artificiellement baisser le cours de l'or. C'est l'objectif qui en fait, qui saute aux yeux, mais que la plupart des gens ne voient pas. Donc on trouve la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, l'Allemagne. Donc les principaux pays européens que j'ai listés ici soutiennent le dollar américain. De quelle manière ? Parce que les Américains ont de toute façon... ce sont eux qui sont derrière la construction européenne, ce sont eux qui ont mis en place l'Union européenne. Donc voilà, je ne suis pas le premier. Philippe de Villiers en a parlé dans son livre avec les documents déclassifiés. Jean Monnet, Robert Schuman étaient des agents de la CIA en réalité. Jean Monnet a travaillé pour JP Morgan. Donc voilà, si on analyse, on gratte un petit peu l'histoire, on peut faire des connexions intéressantes. Oui. Vous dites aussi, Ludovic Malot, que les banques centrales dévaluent et dénaturent la valeur de la monnaie, ce qui entraîne les crises économiques que l'on connaît. Comment s'y prennent-elles pour dévaluer ? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que toutes les crises, toutes les récessions et toutes les dépressions que nous avons ne sont pas naturelles. Elles sont enclenchées et programmées par l'interventionnisme des banques centrales. Ce sont à travers principalement la manipulation du taux d'intérêt qui permet de artificiellement faire augmenter la masse monétaire, créer de l'inflation et développer la dette, développer le crédit qui génère de manière répétée et consécutive des bulles spéculatives. La dernière en date, c'était en 2008 avec la crise des subprimes, avec l'immobilier, où cette bulle énorme où on construisait partout en pensant qu'on allait faire des profits très rapidement. Donc voilà, c'est une des méthodes. Donc c'est le taux directeur des banques centrales. Et donc voilà, maintenant ils sont obligés de resserrer parce que ils sont obligés, mais en fait ils sont pris au piège parce qu'ils peuvent pas augmenter les taux d'intérêt de manière trop conséquente parce que ça va bloquer l'économie, mais là ils sont pris au piège. On sent qu'ils sont au pied du mur. C'est pour ça que là ils commencent à réfléchir, à imposer, à mettre en place un Great Reset.
Comment ils vont s'y On prendre? va y venir, Ludovic Malo, et il faut aussi bien comprendre à la suite de ce que vous venez de dire, c'est que ces taux d'intérêt nuls, voire négatifs qu'on a pu observer il y a quelques années, empêchent les citoyens de faire de l'épargne et donc d'accumuler un capital et donc éventuellement de se dégager du temps de travail. Enfin, on nous fait croire au progrès, mais en fait, on est toujours obligé de travailler autant et sans avoir le fruit de notre épargne à cause de ces taux d'intérêt bas. Nos monnaies ne sont plus couvertes, nous l'avons dit, par des actifs réels comme l'or, mais par l'endettement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, effectivement, les monnaies, l'euro est une monnaie de singe. Elle n'est pas adossée à un actif réel. Donc, l'euro permet de contrôler, surtout au niveau politique, tous les pays. C'est pour ça qu'ils veulent agrandir et faire entrer de nouveaux pays dans l'Union européenne. Donc, à qui profite l'euro avant tout? C'est aux banques, donc au système financier. Donc, pourquoi ça profite? Expliquez-nous ça. Eh bien, parce que, en fait, tout est basé sur la dette. L'émission de fausses monnaies, qui n'est pas adossée à des actifs réels, ou en tout cas très partiellement, avec certaines réserves d'or, mais on en parlera tout à l'heure, parce que je doute que les réserves d'or soient effectives. Ouais. Donc, comme je disais, tout est basé sur la dette. Et l'ouverture de pays et l'entrée de nouveaux pays dans l'Union européenne profite aux banquiers. Ils peuvent s'approprier des biens fonciers, immobiliers, ils peuvent proposer du crédit et développer leur activité. En fait, pour eux, c'est une manne pour pouvoir en fait développer un maximum leur activité financière de prêt. La plupart de ces prêts sont créés à partir de rien. Ce sont des jeux d'écriture. Comme je vous disais, c'est de l'émission monétaire sans contrepartie productive. On va y revenir tout de suite, puisque vous y revenez. La France a officiellement... la Banque de France a officiellement en réserve 2430 tonnes d'or. Vous dites que cette réserve s'est probablement volatilisée. Oui, effectivement, vu les prêts et les leasings qui sont faits avec l'or, c'est-à-dire que les banques centrales s'échangent l'or, on se demande pourquoi. Une partie de l'or allemand est aux États-Unis, pourquoi une partie de l'or suisse est allée se balader en Angleterre ou ailleurs. C'est pas avec le jeu des importations-exportations, tout ça? Non, je pense qu'en fait, ils font comme les réserves fractionnaires, comme les banques commerciales, c'est-à-dire que, et comme les ETF. Les ETF, c'est des Exchange Traded Funds. Tout le monde connaît les ETF, ce sont des contrats à nu où il n'y a rien derrière. Par exemple, les ETF, soi-disant adossés à l'or physique, en fait, il n'y a rien derrière. En fait, il y a pas de... Donc, c'est des produits spéculatifs qui ont été créés, c'est de l'escroquerie, en fait. Faut pas se mentir. Si vous dites aux banquiers aujourd'hui que les ETF c'est de l'escroquerie, bon, ils vont ouvrir. Vous n'allez pas vous faire des amis, hein, mais c'est pourtant la réalité. Voilà. Concernant la dette publique française que vous estimez irremboursable, on sait aujourd'hui que l'État français ne rembourse non pas la dette en elle-même, mais les intérêts de la dette. Vous dites qu'elle devra, cette dette publique, être annulée d'une manière ou d'une autre. Alors, comment on s'y prend concrètement pour ne pas ruiner tout le monde? Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais juste revenir sur le stock officiel de la Banque centrale française. Banque de France, 2436 tonnes. Je doute que ces 2436 tonnes soient dans les coffres. Alors, il faudrait que des citoyens, une autorité indépendante, aillent dans les coffres pour aller vérifier si vraiment il y a de l'or. Est-ce que c'est possible d'avoir une autorité indendépendante, en fait? Eh ben, il faudrait la demander et l'exiger. Mais qui la mettra en place? C'est l'État. Eh ben, oui, mais il faut qu'il y ait une pression politique. Il faut que les partis en place et les parlementaires fassent leur travail et exigent que l'or soit audité et qu'on sache exactement ce qu'il y a dans ces coffres. Je doute que cette quantité soit effective. Voilà. Pour répondre à votre question, donc sur... Le remboursement, l'annulation d'une dette. Oui, alors la dette, effectivement, on est dans une situation qui est quand même dramatique parce que la dette française
On est autour de 5 000 milliards d'euros de dette, ce qui est colossal. 5 000 milliards de dettes. Sous Macron, c'est plus de 700 milliards supplémentaires. Et il faut rajouter, sur ces 5 000 milliards, il faut rajouter 3 000 milliards qui sont hors bilan. C'est tout ce qui est retraite et tout ce qui n'est pas comptabilisé dans le bilan en tant que tel. Par exemple, le démantèlement nucléaire, plein d'autres postes qui sont à côté, qui ne sont pas dans le bilan. Donc la dette totale de la France aujourd'hui est de 8 milliards d'euros. Ce montant est irremboursable. Ce qu'on fait aujourd'hui en France, on rembourse les intérêts de la dette, comme aux États-Unis. Les Américains remboursent à travers l'IRS les intérêts de la dette, mais pas la dette en tant que telle. Donc quoi faire Cette dette est irremboursable, donc elle va devoir être annulée. Elle va devoir être annulée d'une façon ou d'une autre. Qui sont propriétaires de la dette française? Principalement les assurances, des banques, des fonds. Donc il va falloir faire un arbitrage, parce que cette monnaie qui a été empruntée auprès de ces intervenants n'avait pas lieu d'être en réalité, parce que normalement, la Banque de France aurait dû, vous parlez de la loi de 73, la Banque de France normalement aurait dû émettre elle-même la monnaie et d'avoir des contreparties, une couverture en or. Oui. Donc aujourd'hui, il y a un arbitrage à faire. On ne parle pas de défaut de paiement, on parle de monnaie frauduleuse qui doit être annulée. Voilà. Le système actuel est frauduleux, donc il va falloir faire un arbitrage. C'est un petit peu complexe, mais il va falloir travailler dessus et cette dette devra être annulée, mais elle est irremboursable. Cette monnaie frauduleuse, Ludovic Malot, vous dites que les problèmes auxquels les Français rencontrent sont liés à la génération de cette monnaie frauduleuse. On va voir exactement quelles sont les conséquences de son émission après la pause. On poursuit notre entretien avec notre invité Ludovic Malot. Je le disais avant la pause, Ludovic Malot, vous dites que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont liés à la génération de monnaie illégitime et frauduleuse. Alors, quelles sont les conséquences de l'émission de cette monnaie frauduleuse illégitime ? Alors justement, je fais la liste dans mon livre de toutes les conséquences de cette monnaie frauduleuse, déjà qui est basée sur la dette, qui a des répercussions dramatiques sur l'économie, le chômage. Donc en fait, via la manipulation des taux d'intérêt qui est orchestrée par les banques centrales et en l'occurrence la BCE, détruit le capital. Je vais vous donner un exemple, un entrepreneur qui fabrique des meubles, qui emprunte à 6%, et quand la banque centrale baisse les taux à 3%, donc baisse les taux, en fait, elle crée une distorsion de concurrence avec des intervenants qui ont emprunté à un taux différent. Et en fait, cette différence crée une distorsion et peut... Ça fait la concurrence. Ouais. C'est non seulement la concurrence, mais l'emprunteur initial peut mettre la clé sous la porte, peut fermer son usine parce qu'il est plus compétitif, parce qu'il doit rembourser des intérêts beaucoup plus importants. Donc délocalisation, donc la fausse monnaie génère des délocalisations et détruit l'économie. Voilà. Après, il faut tenir compte aussi d'organisations. Le fait que la France a rejoint l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a sauté toutes les barrières et qui a exposé, par exemple, toute notre agriculture à des produits pas chers, qui ne respectent pas les normes environnementales, qui ne respectent pas les critères de respect des animaux, etc. Donc on est envahi de produits parce qu'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de normes. Et nos producteurs, nos paysans, sont en concurrence avec des pays, même dans les pays de l'Est, qui ne respectent pas toutes ces normes. Vous dites que cette fausse monnaie opère aussi un transfert de richesse depuis ceux qui produisent une valeur ajoutée vers ceux qui ne produisent rien. Comment ça se passe, ça ? Alors justement, il y a ceux qui travaillent et ceux qui profitent du travail des autres. Alors ceux qui travaillent, effectivement, c'est qui ? C'est la plupart des gens.
les agriculteurs, ceux qui nous donnent à manger. C'est ceux qui vont à l'usine. C'est ceux qui vont au bureau. Donc tous ces gens-là travaillent et payent des impôts. Et ceux qui ne travaillent pas, c'est ceux qui profitent du travail des autres, c'est-à-dire ceux qui sont dans la finance, qui vivent de la spéculation, qui vivent de la variation des taux d'intérêt. C'est ceux qui sont dans le shadow banking, ce sont ceux qui utilisent des algorithmes et des robots informatiques pour pouvoir faire de la spéculation et gagner beaucoup d'argent en quelques secondes, nuit et jour avec des robots automatisés. Donc il y a un transfert de richesse qui s'opère à travers l'endettement. Donc les gens qui n'arrivent plus à rembourser leur emprunt, leur dette à travers l'inflation, parce qu'il y a une inflation qui est considérable, qui se développe, et le pouvoir d'achat diminue, même avec l'introduction des femmes sur le marché du travail, comme je l'explique dans mon livre, dans les années 60, à combler ça, mais à cacher, en fait, parce qu'avant, un seul salaire suffisait pour s'occuper de la famille, des enfants, etc. Et aujourd'hui, ce n'est même plus possible. Vous avez 2 personnes qui travaillent, et en plus, il y a beaucoup de foyers en France qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Et tout cela avec une fiscalité confiscatoire. On vient de voir que le taux de prélèvement obligatoire français a atteint un record à 45,4%, je crois. Donc, non, mais c'est complètement irréel. La France est devenue un enfer fiscal. Ce n'est pas un paradis fiscal, c'est un enfer fiscal. Les entrepreneurs... les gens qui ont des idées, du talent, ils fuient le pays parce qu'il y a beaucoup trop d'impôts, il y a beaucoup trop de législation, de normes, et ce pays est devenu un enfer, vraiment. Un enfer fiscal avec des impôts qui sont toujours plus importants et pour pouvoir financer, qui financent en fait toutes sortes de choses, notamment une politique migratoire qui est hors de contrôle, je dis bien, hors de contrôle. Emmanuel Macron a une énorme responsabilité dans cette politique migratoire parce que clairement, il y a une volonté de faire venir des gens alors qu'on n'a pas les moyens de leur donner un travail et des conditions de vie décentes, même si on l'a fait par le passé. On a dépensé énormément d'argent, plusieurs centaines de milliards depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour donner des prestations de tout ordre, des allocations de tout ordre, et il y a eu énormément d'abus, et les présidents successifs n'ont pas pris les mesures nécessaires pour stopper cette immigration de masse qui ne sert plus les intérêts de la France. Et je pense qu'il est temps de prendre la mesure du problème qu'on a au niveau migratoire. Il faut qu'on prenne un virage à 180 degrés. Vous évoquez aussi la croissance. Ludovic Malot, vous dites qu'elle n'a pas de réalité objective, vous dites qu'elle n'est qu'un instrument de propagande. Alors au contraire, on a reçu beaucoup d'économistes libéraux, classiques, sur ce plateau de politique et économie qui nous disent s'il n'y a pas de croissance, il n'y a plus de développement économique, comment on va faire? Expliquez-nous pourquoi vous voyez la croissance comme un instrument de propagande du pouvoir. Alors, la croissance, je dirais qu'il faut lier ça à la macroéconomie. La macroéconomie, c'est tout ce qui est statistique, c'est tous les chiffres qui sont utilisés par le personnel politique pour justifier leur intervention. Donc la croissance, qu'est-ce que veut dire la croissance en réalité? La croissance, ça peut être une croissance technologique, ça peut être une croissance de revenus, ça peut être une croissance de capital. Ce qui est important, c'est... est-ce que nous sommes capables, à partir du fruit de notre travail, de mettre de l'argent de côté? Pourquoi on met de l'argent de côté? Pour assurer nos vieux jours, assumer notre période où on ne travaillera plus et pouvoir potentiellement transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, ce qu'on a travaillé durement toute sa vie. Donc la croissance... nous sommes aujourd'hui, du fait du système frauduleux de la fausse monnaie, qui est basé sur la dette, nous sommes dans une croissance forcée. C'est-à-dire que nous sommes obligés de toujours travailler, de renouveler du matériel et de
d'être dans ces sociétés de consommation où on passe notre temps à renouveler du matériel. Alors qu'avant, on fabriquait des produits de qualité qui duraient longtemps, qu'on faisait réparer. Et il n'y a plus ça, parce que toutes nos industries ont été délocalisées en Chine. Et qu'on a fait de l'obsolescence programmée un dogme. Exactement. On est dans une obsolescence programmée. Il n'y a plus de contrôle aux frontières. Toutes les frontières sont ouvertes. Avant, on avait toutes les frontières, en tout cas à l'extérieur de l'Union européenne, mais la totalité des pays ont des frontières économiques. Oui. Il n'y a que l'Union européenne pour avoir des taux aussi faibles. Exact. Donc l'Union européenne est une passoire. D'autre part, l'Union européenne, fondamentalement, a un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays de l'Est qui exportent leurs marchandises très souvent de mauvaise qualité avec des gens qui sont payés beaucoup moins qu'en France. Donc il y a les producteurs français sont concurrencés par des produits qui viennent des pays de l'Est. Et donc, en plus de la Chine, alors la Chine, elle a détruit l'industrie textile. Je peux en parler parce que je travaillais pour une multinationale française dans le textile et la chaussure. On voit bien que toute l'industrie textile a été détruite en France. L'industrie de la chaussure aussi, qui est partie en Chine. Elle s'est un peu relocalisée assez récemment au Portugal. Donc on a perdu énormément d'industries. On est en train de perdre toute la vigueur de notre force économique. Donc voilà, le problème, c'est qu'on ne peut pas accepter d'importer des produits sans avoir des barrières tarifaires. Il y a des pays comme la Chine où il y a des esclaves qui travaillent qui font des heures pas possibles et on ne peut pas être en concurrence avec ces gens-là. C'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que je le dis clairement, il faut que la France sorte de l'OMC. Oui, non plus à la même réglementation environnementale, au niveau du travail. Voilà, exactement. Il faut qu'on ait des accords bilatéraux avec chacun des pays avec lesquels on veut commercer pour que ça soit équilibré à chaque fois. Qu'il y ait un arbitrage qui soit fait, que ça soit un intérêt mutuel. Mais en aucun cas, ces accords de l'OMC doivent perdurer puisque ces accords sont en train d'organiser notre mise à mort, clairement, notre mise à mort. Économique et industrielle. Vous évoquez également la crise du Covid dans votre ouvrage, Ludovic Malot. Quel lien faites-vous entre cette émission de monnaie frauduleuse et cette pandémie ? Alors évidemment, cette pandémie a fait exploser la dette. Au moins 300 milliards de dettes sur une pandémie qui en réalité n'en était pas une. Ça a été un petit peu monté en épingle. La dangerosité de cette épidémie, on va dire grosse grippe. La plupart des gens qui ont été atteints de ça, c'est surtout des gens qui avaient des maladies préexistantes. Mais ça a été monté en épingle. Il y a eu le confinement, il y a eu un arrêt total de l'économie. Tout n'est pas négatif, attention. Tout n'est pas négatif. Le confinement, ça permet aussi aux gens de se retrouver, de se poser en fait, se poser les bonnes questions, qu'est-ce qui se passe, et de se remettre en cause. Donc ça, c'est le point positif. Mais le point négatif, effectivement, c'est que ça fait éclater la dette. Il y a beaucoup d'indépendants qui sont tombés en faillite, beaucoup de sociétés qui ont dû mettre la clé sous la porte. Donc il y a eu un développement abyssal de la dette, encore plus important pendant cette période, et c'est certainement pas anodin, parce que déjà en 2010, dans le rapport Rockefeller, comme par hasard, on lit qu'il y a des virus qui allaient se propager, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de 2010 de la fondation Rockefeller. Donc c'était anticipé. Moi, je le savais que ça allait arriver à un moment ou à un autre. D'autant plus qu'il y avait une simulation de pandémie, etc. Donc c'est un argument, c'est une technique qui est utilisée et
et qui sera encore utilisé à l'avenir, c'est mon point de vue, pour pouvoir domestiquer la population et la faire rentrer dans le rang et imposer toujours plus de contrôle aussi monétaire, parce qu'ils veulent supprimer le cash, ils veulent imposer un euro numérique. Là, je pense qu'ils vont commencer à travailler dessus au mois de septembre, octobre. C'est ce qu'on appelle, enfin en tout cas, c'est ce qu'appelle Klaus Schwab du Forum économique mondial, son idée, sa théorie de Great Reset, c'est l'effondrement du système monétaire qui évolue ici. Oui, exactement. En fait, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils vont l'imposer. Je ne pense pas qu'ils vont l'imposer. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent toujours la même stratégie. Et cette stratégie est une stratégie manipulatrice et triangulaire. Le même triangle qu'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme, tout en haut, le triangle lumineux. Et le 3 a une force de frappe et une puissance ésotérique. Et en fait, dans cette manipulation triangulaire, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un problème, on fabrique un problème, on s'attend à une réaction, sauvez-nous, solution. Problème, réaction, solution. Donc, quand il y aura un Great Reset, il y aura eu au préalable une crise X, Y, Z pour pouvoir provoquer une réaction, donc une perception une perception de sidération et par la suite de dire ah ben voilà, il y a cette crise, il y a ça, maintenant voilà, ça c'est la solution. C'est ce que j'anticipe. Est-ce que cette guerre en Ukraine peut modifier les plans de ces tenants du mondialisme avec leur Great Reset ? Alors je pense que la guerre en Ukraine, c'est un autre feu qui a été ouvert. C'est un feu qui a été ouvert par les Américains en réalité, depuis déjà pas mal d'années. Les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés. La Russie, on savait très bien qu'elle n'avait pas du tout envie d'avoir l'OTAN à ses frontières, ce qui est compréhensible. Si la Russie avait mis des missiles à Cuba, les Américains tout de suite auraient dit vous faites quoi là ? On se calme. Donc évidemment que la Russie ne voulait pas que l'OTAN soit proche de sa frontière. Donc derrière la crise en Ukraine, il y a évidemment les Américains qui cherchent à déstabiliser l'Europe. Donc on sait que les Américains sont derrière la création de l'Union européenne, clairement. Donc en réalité, les Américains ont la main mise sur l'Europe actuellement. Et il va falloir prendre des mesures et s'émanciper de cet impérialisme américain qui crée des conflits partout dans le monde pour déstabiliser des régimes, mettre dehors des pseudo-dictateurs et créer des vagues de migrants. Parce que tous les migrants qu'on a actuellement et les vagues migratoires sont dus aussi à tous ces conflits qui sont organisés en coulisses. Libye, Syrie, etc., qui sont organisés en coulisses. Et puis ça permet en fait de faire diversion. C'est-à-dire que tous ces migrants arrivent dans nos pays, en France aussi surtout, parce qu'on a on n'a pas pris les mesures pour stopper ces allocations, ces aides diverses et variées. Et puis il n'y a pas de contrôle, il n'y a plus de contrôle des clandestins. Hollande a fait sauter ce droit qu'avait la France de renvoyer à la frontière en Suisse. J'habite à Genève. Je vous garantis que quand il y a un clandestin qui n'a pas de papier, il se retrouve au poste et il est expulsé. Voilà ce qui doit se passer en France, c'est-à-dire que la loi doit être respectée. Donc c'est-à-dire comme nous, vous n'avez pas de maire, nous on a des maires en France, vous êtes franco-suisse, mais on devrait donc, avec des navires de l'armée française, appréhender ces bateaux et les reconduire au pays d'où ils viennent. Exactement, parce qu'on sait très bien d'où ces pays viennent. On a un service de renseignement en France qui est très puissant. Oui, Libye, Tunisie. Voilà, on a un réseau très puissant de renseignement. Comment se fait-il que les mesures ne soient pas prises pour anticiper ces bateaux ? Oui. J'aimerais qu'on avance, Ludovic Malo, parce qu'on a encore beaucoup de questions à poser. L'effondrement de ce système, moi j'aimerais comprendre pourquoi les tenants du système financier cherchent sa destruction alors que ce sont eux-mêmes qui l'ont mis en place. Alors, disons qu'effectivement, ce sont eux qui ont mis en place ce système. Le système, c'est clair, c'est l'endettement et c'est la poursuite d'un agenda. Un agenda de contrôle, de manipulation et un agenda maintenant de plus en plus évident qui est lié au transhumanisme. D'accord ? Transhumanisme, réduction aussi de la population. Il y a un programme de dépopulation. C'est tellement évident
la crise du Covid. Mais où est-ce que vous le voyez, ce programme, concrètement ? Eh ben, en fait, qui dit qu'il faut dépopuler, enfin qu'il faut réduire la population mondiale, les médias de masse parlent, soi-disant, on serait trop nombreux sur cette planète. Oui, mais qui, dans les instances internationales, proclame un plan de réduction de la population mondiale ? Alors, ils ne le formulent pas de cette manière. Mais par exemple, quand... Parce qu'on va vous dire que vous êtes complotiste, vous connaissez la rengaine. Oui, mais quand vous entendez... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un double langage. Il y a une forme de magie noire sémantique. Toutes les personnes qui poursuivent cet agenda ont un double langage. Ils ont un langage inversé. Par exemple, Emmanuel Macron, quand il parle, quand il dit quelque chose, si vous voulez savoir sa vraie pensée, il faut prendre l'inverse. Oui, je crois que les Français commencent à le comprendre. Voilà. Tout ce qu'il dit, il faut le prendre à l'inverse. Quand il dit « je ne veux pas de guerre en Ukraine », ça veut dire qu'il veut une guerre en Ukraine. Que je vais livrer des armes à l'Ukraine. Voilà. Ouais. Donc il faut prendre tout à l'inverse. Il y a les réalistes qui croient à la vérité des mots et il y a les nominalistes qui croient au pouvoir des mots. Et nous sommes dans une guerre sémantique. Et ça date d'Orwell et bien avant. Bien avant. Mais juste par rapport à ça, j'aimerais par exemple donner un exemple avec M. Attali. Nous créons les conditions d'un suicide de l'humanité. À quel degré il faut prendre ça ? Au premier degré ou au second ? Alors la plupart des gens vont se dire, en fait, nous sommes tous ensemble, nous créons les conditions d'un suicide. Non. Mais il a déjà été capable de dire qu'il voulait un gouvernement mondial et il y a quelques mois nous dire que non, jamais il avait dit ça. Oui, alors M. Attali, effectivement, je l'ai regardé récemment sur différentes interviews. Il a une mine un peu fatiguée. Ouais. Ça fait un peu penser au corbeau qui n'a pas eu à manger depuis très longtemps et puis qui est un peu fatigué parce que leur plan ne se passe pas exactement comme ils voulaient. Ouais. Comme sur les frontières, il nous avait dit que la France devait être un hôtel et puis que maintenant il dénonce le fait que l'Union européenne soit une passoire. Oui, alors évidemment c'est le double langage, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que les forces financières veulent imposer comme alternative à l'actuel système monétaire issu des accords de Bretton Woods en 1944 ? Alors effectivement, à quoi ça ressemble ? La monnaie n'est plus adossée à... Avant, c'était une couverture partielle, on était autour de 30% jusqu'à Bretton Woods. Puis après, les Américains sont sortis avec Nixon là, en 71. Donc la monnaie n'est plus du tout adossée à leur physique. Donc c'est une monnaie unique, c'est l'euro numérique adossé à la dette. Exact. Alors, vous dites aussi c'est la fusion des données des individus. Il n'y a qu'à voir le projet de l'entreprise Thales, le Digital ID Wallet. Et puis également, c'est une gouvernance mondiale. Voilà, alors effectivement... D'essence totalitaire. Oui, tout à fait. Gouvernance mondiale, New World Order, comme disait George Bush senior. Donc ils ont imposé la monnaie unique, qui était un moyen pour eux d'imposer une union politique. Ils ne pouvaient pas faire l'inverse, commencer par l'union politique, ensuite l'union monétaire. Ils étaient obligés de commencer par l'union monétaire. Donc ils ont commencé comme ça. Et ensuite, maintenant, on voit que la pieuvre de l'Union européenne, la Commission européenne, des gens qui ne sont pas élus, prennent tous les pouvoirs, toutes les prérogatives. Van der Leyen qui a fait des achats par SMS avec Pfizer en dizaines de milliards d'euros, mais on croit rêver, quoi. On croit rêver. Ces gens sont hors de contrôle. Ils ne respectent plus les traités, ils ne respectent plus le droit. Donc l'objectif, c'est clair, c'est d'imposer un euro numérique. Un euro numérique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un euro numérique ? C'est un compte direct à la Banque centrale où ils vont pouvoir savoir en temps réel qui fait quoi, qui achète quoi, qui peut acheter quoi, où et comment. Donc ça a des conséquences immenses sur nos libertés. Donc ils cherchent à supprimer le cash pour pouvoir nous rendre complètement sous contrôle avec une gigantesque machine, de gigantesques ordinateurs qui vont leur permettre de contrôler tout ce qui se passe. Et puis aussi, surtout, de Mais pouvoir... ça, il y a des gens qui vous diront « mais vous êtes paranoïaque, mon cher monsieur ». Qu'est-ce qui vous fait croire objectivement qu'ils iront aussi loin ? Vous dites les banques bloqueront les avoirs de ceux qui refuseront de se soumettre à ce nouvel ordre monétaire.
Est-ce que vous êtes paranoïaque, Ludovic Malo? Non. Vous êtes sans d'esprit, j'espère. Non, je ne suis pas du tout paranoïaque. Par contre, je suis réaliste. Je vois les choses. Et même si les choses, elles dérangent, je n'ai pas de problème à être factuel. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les complots, c'est les faits. Et les faits sont accablants. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une tendance, une évolution totalitaire qui cherche à tout contrôler, à travers aussi la bureaucratie. Il y a une expansion considérable de la bureaucratie en France, à travers des textes de loi. Ils trouvent tous les arguments. Ils veulent réduire le cheptel bovin en France pour x, y raison. Donc il y a tout un ensemble de mesures et d'actions qui sont prises, qui permettent aussi de faire diversion sur ce qu'ils font vraiment. Mais l'objectif, c'est d'établir une monnaie unique, une monnaie contrôlante. Et c'est pour ça que je le dis, il faut qu'on sorte de l'euro au plus vite. Et je parle. Mais ça n'arrivera jamais, ça. Alors, faut en être conscient. Si, ça va arriver, ça va nécessairement arriver. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent mettre en place leur Great Reset, donc ils vont créer les conditions d'une crise grave pour pouvoir le justifier. Comme je vous ai dit, c'est la stratégie triangulaire. Oui, mais on passera de l'euro à l'euro numérique. Et l'euro, il est déjà numérique. Enfin, tout n'est que ligne de code. Alors, l'euro... et tout le monde paye par carte, oui. Donc en fait, ils savent déjà où est-ce que je paye telle somme. Oui, mais la différence, c'est qu'actuellement, c'est difficile pour eux de savoir en temps réel ce qui se passe, parce que ça passe à travers les banques commerciales, et qu'il n'y a pas une centralisation directe. Mais une fois que les banques commerciales seront tenues à l'écart, le nouveau système, ça sera un compte direct à la banque centrale, donc avec une monnaie contrôlante à la chinoise. Vous allez jusqu'à dire quand même que les banques pourraient prendre les dépôts des Français quand ces banques se trouveraient en faillite ou en état de faillite, et vous conseillez à vos lecteurs, à nos téléspectateurs, de retirer leur argent des contrats assurance vie, du livret A et tout autre placement. Vous vous rendez compte de ce que vous demandez ? Alors, moi, je ne demande rien, je conseille. Je conseille oui. Toutes les personnes qui ont de l'argent en assurance vie, livret A, etc., de sortir. De sortir, pourquoi ? Parce que mais qu'est-ce qu'on en fait déjà ? Est-ce que c'est possible ? Et une fois que je ressors avec on nous file du liquide, et qu'est-ce que j'en fais de mon liquide ? Alors justement... Il faut que j'aille rue Vivienne acheter de l'or direct ? Alors pour l'instant, c'est possible. Je pense que ça va bientôt ne plus être possible parce qu'ils vont légiférer, ils ont pris certaines mesures. Déjà, il y a de grandes contraintes aujourd'hui de pouvoir retirer de l'argent, ne serait-ce qu'à un distributeur, il y a des plafonds. Payer des transactions liquides, il y a des plafonds. En France, je crois que c'est passé de 3 000 € à 1 000 € il me semble. On ne peut plus payer en liquide si ça dépasse 1 000 €. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est 100 000 francs suisses. On peut payer une transaction en cash jusqu'à 100 000 francs. Donc on a encore un peu de liberté, ce qui n'est plus le cas en France. Mais vous vous rendez compte que si les Français prenaient vos conseils au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'ils aillent retirer l'argent, ça provoquerait une panique bancaire. Et donc ça provoquerait une faillite du système bancaire avant même que tout le monde ait eu l'idée et eu l'envie de retirer son fric. Alors je pense qu'il n'y aura pas de faillite immédiate. Pourquoi ? Parce que la majeure partie des gens ne toucheront pas à leur argent. C'est-à-dire qu'ils vont être dans l'idée que non, ça ne va pas s'effondrer, que leurs économies sont là, et puis ils n'ont pas envie de les sortir. La plupart des Français ne le feront pas. En revanche, il y aura une partie des Français qui vont comprendre ce que je suis en train de dire là, qui vont sortir leur argent, et quoi en faire ? Parce que c'est la question que vous posez. Ouais. La question, la réponse est multiple. Déjà, avoir peu d'argent en banque. Pas de grandes sommes en compte bancaire, simplement un fonds de roulement pour la vie quotidienne, etc. Donc, plusieurs choses à faire. Acheter de l'immobilier, même s'il est surévalué. Vaut mieux acheter de l'immobilier surévalué que prendre le risque de tout perdre. Oui, mais acheter de l'immobilier, il faut avoir beaucoup d'argent. Vous parlez à ceux qui ont le moyen d'acheter cash. Oui, ou pas nécessairement. Ce que je recommande, c'est d'acheter de l'immobilier pas cher en milieu rural. En milieu rural avec du foncier et qui permettrait de subvenir à ses besoins et d'avoir une autonomie alimentaire aussi. Parce que l'enjeu à l'avenir, c'est l'autonomie alimentaire. Je pense et
j'anticipe qu'il va y avoir des pénuries. Il y a déjà des pénuries qui sont organisées artificiellement, ça va se développer. Donc il faut préparer ces arrières. Donc je conseille à ceux qui ont un peu d'argent d'acheter de l'immobilier plutôt à la campagne, avec du terrain et qui puissent assurer d'être autonomes et aussi de pouvoir aider les autres le moment venu. Qu'est-ce que permettrait le retour de l'or physique comme monnaie, puisque c'est ce que vous préconisez, la seule monnaie véritable et honnête est l'or physique? Alors, il n'y a pas que l'or physique, il y a l'argent métal et puis il y a le cuivre. Et ce que je recommande aujourd'hui, c'est n'importe qui peut émettre des pièces en France ou à l'étranger, parce que fabriquer des pièces, frapper des pièces, ça a quand même un coût. C'est des pièces d'argent et des pièces de cuivre, c'est-à-dire qu'elles auront une valeur réelle. Chacun pourra utiliser ces pièces de différents poids pour payer différentes choses, du pain, des légumes. Donc pour les biens de première nécessité, d'avoir ces pièces en argent métallique et en cuivre pour pouvoir résister dans une période de crise, parce qu'on va clairement dans une période de crise avec un ouragan monétaire et bancaire qui est en train de se préparer. On ne sait pas exactement comment il va se profiler, mais on pense qu'à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, il peut y avoir quelque chose de majeur au niveau monétaire et bancaire. Donc il faut préparer l'avenir. Et puis il y a des gens qui vont se soumettre à cet euro numérique et il y a des gens qui ne se soumettront pas. Donc ils vont devoir échanger ensemble, acheter, vendre. Et il faut un médium pour ça. Des réponses très courtes, Ludovic Malo. Qu'est-ce que vous pensez des crypto-monnaies, s'il vous plaît, en tout cas? Oui. Alors, les crypto-monnaies, j'en parle brièvement à la fin de mon livre. La plupart des crypto-monnaies ne sont pas adossées à des actifs réels, donc il n'y a pas de valeur intrinsèque derrière. En revanche, je connais 2 sociétés aujourd'hui qui sont en train de développer de manière très innovante une crypto-monnaie complètement adossée à l'or métallique et à l'argent métallique. Il y en a une société australienne qui s'appelle Kinesis et une autre qui s'appelle Lode Mining, qui est une société canadienne qui est basée en Suisse. Et l'originalité de Lode Mining, et j'ai mis mon nez un peu dans leur modèle d'affaires parce que semble-t-il, il y a pas mal de Français, il y aurait 30% des Français qui ont investi dans cette société, c'est ils contrôlent l'intégralité de la supply chain, c'est-à-dire l'extraction en Amérique du Sud, Mexique principalement, et puis la fonte, le minage et la tokenisation. Et la tokenisation sur la blockchain avec des smart contracts, des preuves de réserve, etc. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Donc si les gens ont un peu d'argent, ils peuvent aussi investir en crypto, mais surtout des cryptos qui sont adossés à un actif réel. Il y en a très peu aujourd'hui. Je vous dis, il y a Kinesis, société australienne, et il y a Lode Mining, qui est une société canadienne, qui commence à développer ça, et je pense que ça va être un avenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre qu'il y a beaucoup de cryptos, Pax Gold, Tether Gold par exemple, qui sont des cryptos qui en réalité disent être adossés à l'or physique, mais il n'y a rien derrière. Dernière question, Ludovic Malo. Est-ce que vous croyez à l'opposition que l'on nous présente en ce moment entre les pays membres du BRICS et l'Occident, quand on sait aujourd'hui, face au Great Reset, quand on sait aujourd'hui que la Russie va utiliser des roubles numériques, que la Chine utilise déjà son yuan numérique et qu'elle a déjà recours, la Chine, à un crédit social? Alors, les BRICS, dans mon livre, c'est pas mon sujet, j'en parle même pas. Au niveau géopolitique, évidemment, ça a de l'importance par rapport à ce qui est en train de se passer, la réorganisation du monde, la dédollarisation. Donc, tous ces pays, la Russie, Chine, Brésil et d'autres pays du Moyen-Orient cherchent à s'émanciper du dollar parce qu'ils ont bien compris que l'arnaque ne peut pas continuer éternellement. Ils ont besoin de s'émanciper du dollar. Et c'est pour ça qu'ils achètent beaucoup d'or physique. Hein. On l'a vu dans les chiffres qui ont été publiés par le Fonds monétaire international. Donc les BRICS, moi je dirais que ce n'est pas le sujet, même si c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que les BRICS se moquent totalement de notre sort. Ils font leur petite soupe sur leur petit réchaud. Ils n'ont aucun intérêt à s'occuper de notre avenir. Et nous, on doit
pouvoir maintenant savoir comment on va s'organiser, comment on va se réorganiser. Déjà, il faut sortir de l'Union européenne et sortir de l'Union européenne le plus vite possible. On peut le faire par la monnaie et je l'explique dans mon livre, il faut abolir le cours légal. Abolir le cours légal, ça met fin à l'euro. Terminé. Il faut que les monnaies soient en concurrence. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer l'euro parce que c'est une monnaie de singe, parce qu'elle a un monopole. C'est le monopole du cours légal qu'il faut faire sauter. Je le dis clairement dans mon livre. Donc c'est une des solutions. Il faut sortir de l'euro, il faut qu'on rétablisse nos contrôles aux frontières, il faut sortir de l'OMC, il faut sortir de l'OTAN, il faut sortir de toutes les organisations internationales qui ne sont pas élues. Revenir à la France. Revenir à la France, revenir à un franc français qui soit complètement adossé à un actif réel, donc l'or physique, l'argent métal et potentiellement le cuivre, dans un premier temps. Mais il faudra s'assurer que le cours légal soit aboli. C'est-à-dire qu'il y ait d'autres monnaies parallèles qui puissent être utilisées et qu'on puisse s'assurer que la monnaie officielle, la monnaie française, le franc français officiel n'est pas dénaturé et qu'à nouveau les politiciens démagogiques fassent tourner la planche à billets. Donc l'enjeu monétaire de la France, c'est de récupérer le franc français adossé à un actif réel. Nous sommes un pays qui a 2000 ans d'histoire et nous n'allons pas nous laisser marcher dessus par les Américains ni les Brics. Le suicide monétaire, ouvrage synthétique, complet, passionnant, fondamental, à retrouver sur la boutique de TVL. Merci à vous, Ludovic Malo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous laisser un maximum de commentaires, de partager cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.